Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers Normandes, chers Normands, bienvenue ce soir en direct du QG de la permanence de campagne de la Normandie conquérante à Beuzeville dans le département de l'Eure. C'est un vrai plaisir pour nous ce soir de vous retrouver à l'occasion donc de notre cycle d'échanges sur les thématiques qui vous intéressent. Aujourd'hui, nous allons donc débattre de l'agriculture et de la ruralité. Un sujet particulièrement important pour notre territoire régional, avec des intervenants de qualité et une expérience aiguisée en la matière. Je vais présenter dans quelques instants nos intervenants, mais avant cela, vous dire, mesdames et messieurs, que c'est un vrai plaisir de vous retrouver, car c'est déjà la 11e émission que nous organisons depuis donc le 5 mai dernier. Nous avons cessé d'aborder différentes thématiques et donc ce soir, c'est un vrai plaisir de vous retrouver à nouveau pour échanger justement virtuellement, puisque vous le savez, du fait du contexte sanitaire dégradé, il nous est compliqué pour vous et nous de pouvoir se rencontrer physiquement lors de réunions publiques, échanger, débattre avec vous. Et il a été décidé avec Hervé Morin et les équipes de la Normandie conquérante, justement donc d'organiser ces émissions diffusées en direct sur Facebook pour pouvoir justement échanger. Alors n'hésitez surtout pas à faire part de vos commentaires, de vos questions et de vos approfondissements. Nous n'hésiterons pas à les faire remonter pour que nos intervenants présents ici ce soir puissent y répondre. Nos intervenants, justement, ils sont 4 ce soir devant vous pour débattre donc de l'agriculture et de la ruralité. Et je vais donc débuter par la présentation d'une figure politique et également agricultrice, Clotilde Dier. Donc vous avez 47 ans, vous êtes vice-présidente de la région Normandie en charge de l'agriculture, maire de Saint-Romain de Colbosc et également dans votre vie professionnelle agricultrice en polyculture et élevage à l'étang. Bonsoir Clotilde, comment allez-vous ? Très bien, bonsoir Gauthier. Merci beaucoup Clotilde pour votre disponibilité ce soir. Je me tourne désormais donc vers ma droite, votre gauche donc, celles et ceux qui nous regardaient avec Sébastien Windsor. Vous avez 51 ans, vous êtes agriculteur en Seine-Maritime, en élevage de porc notamment, président de la Chambre d'agriculture de Normandie et de France. Vous êtes également président d'Uni-la-Salle et administrateur du groupe Avril. Sébastien, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va, je vais très bien, merci. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Je reste sur ma droite donc avec Antoine Dessin, 23 ans. Vous êtes agriculteur depuis presque 3 ans en polyculture et élevage, notamment avec la présence d'ateliers de légumes au sein de votre exploitation. Vous êtes également, il faut le dire, engagé pour la cité et pour votre territoire puisque vous êtes conseiller municipal de Bretteville-Saint-Laurent et également administrateur de la caisse locale Crédit Agricole. Bonsoir Antoine, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va, merci, très bien. Merci pour votre présence et pour votre témoignage que vous allez nous apporter ce soir. Et donc, enfin, pour terminer sur cette présentation, je me tourne cette fois-ci vers ma gauche, votre droite, avec Éric Herbé. Vous avez 53 ans, vous êtes maire de Quincampoix, président de la communauté d'intercommunalité communauté intercommunale de Vexin, Intercovexin, dans le cadre territorial également, dans le cadre donc de votre vie professionnelle. Vous êtes président, il faut le dire également, du syndicat forestier. Bonsoir Éric, comment allez-vous ? Bonsoir Gauthier, très bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Voilà, nous allons pouvoir débuter sur nos échanges, donc sur l'agriculture. Et donc pour amorcer notre soirée d'échange, vous dire que la région Normandie, depuis 6 ans désormais, a entrepris des politiques ambitieuses en matière d'agriculture. Je me tourne donc vers Clotilde. Clotilde, concrètement, pour les Normands, des Normands qui nous regardent ce soir, comment cela s'illustre ? Quel bilan tirer de la politique agricole ? Bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, peut-être faire une présentation de l'agriculture en Normandie. L'agriculture en Normandie, c'est 70% du territoire normand qui est consacré à l'agriculture. C'est un peu plus de 31 000 exploitations agricoles sur le territoire normand, 96 000 actifs, ce qui représente à peu près 7,5% de la population active en Normandie, un produit agricole de 3,6 milliards d'euros par an et une région où j'ai tendance souvent à dire que tout pousse. Et c'est vrai, puisque la région Normandie est la première région en production pour les fromages au lait de vache, pour la crème, pour le beurre, pour les pommes acides, les produits cidricoles, le lin textile, les chevaux et les poireaux. Voilà. On a en Normandie aussi 15 AOC, on a 8 IGP, 14 labels rouges et 15, pardon, pas 15, mais une STG. Et on a aussi en Normandie de nombreuses entreprises agroalimentaires qui transforment nos produits.
Merci beaucoup Clotilde pour cette introduction, ce qui me permet néanmoins de continuer avec vous, puisque justement face à ces dispositifs, face à cette richesse que détient la région Normandie sur le thème de l'agriculture, il y a également des compétences au niveau forestier qui fait partie de votre délégation, donc chère Clotilde, notamment sur la gestion des forêts. Avant de venir sur ce sujet, concrètement, il y a donc une politique publique qui a été mise en place avec de nombreux axes. Quels sont ces différents axes, ce qui me permettra ensuite de donner la parole à Sébastien Windsor. Alors, quand nous sommes arrivés en 2015 à la région, on a voulu construire, donc, comme vous l'avez dit Gauthier, une politique en matière d'agriculture, de pêche, filière équine, forêt et agroalimentaire. Et cette politique agricole, particulièrement, nous avons voulu la co-construire avec l'ensemble des professionnels pour être au plus près des besoins des agriculteurs. Rien ne vaut une politique si elle est comme ça sortie du chapeau et qui n'a aucun intérêt sur le territoire. Donc nous avons co-construit avec l'ensemble des OPA ces politiques, donc la Chambre d'agriculture, les FRCIVAM, l'ensemble des syndicats, tous les représentants professionnels de l'agriculture, sur 5 grands thèmes. À chaque fois, sur chaque thème, nous avons fait 3 réunions. Une réunion de présentation où on faisait un peu le bilan de ce qui existait. Une deuxième réunion où les agriculteurs et les représentants des agriculteurs nous disaient oui, ça c'est bien, mais il manquerait ça, ça. Qu'est-ce que vous pourriez faire en sorte pour nous apporter ça? Et une troisième réunion, en fait, de restitution de l'ensemble des politiques. Il faut savoir qu'en région Normandie, nous gérons le deuxième pilier de la PAC, ce qu'on appelle les fonds européens, le FEADER. Donc cette politique devait être à la fois basée sur les fonds européens et sur les fonds régionaux. Ces 2 PDR, nous avions 2 PDR, parce qu'à l'origine, en 2014, nous avions 2 Normandies, l'ex-Basse Normandie et l'ex-Haute Normandie, avec 2 politiques bien différentes et des PDR, des plans de développement ruraux, bien différents, avec des dispositifs différents. Et comme nous avions réussi à réunifier la Normandie avec Hervé Morin, nous souhaitions avoir une même politique de part et d'autre des 2 ex-régions. Donc il a d'abord fallu harmoniser les PDR au niveau de la région. Alors on nous avait dit, mais de toute façon, vous n'y arriverez jamais, vous allez aller à la Commission européenne, ce sera compliqué. On a réussi. Donc c'est-à-dire que chaque agriculteur de Normandie, qui soit de l'ex-Basse ou de l'ex-Haute, est traité de la même façon, avec exactement les mêmes dispositifs. Donc on a eu 5 grands axes de travail sur la politique agricole. Donc l'installation, le développement et la compétitivité des entreprises, parce que la compétitivité était quelque chose qui nous importait beaucoup à la région. Un autre axe de travail sur les nouvelles pratiques agricoles et un autre axe de travail sur l'innovation et la transition. Donc je vais peut-être laisser Sébastien développer et on fera ensuite le bilan. Sébastien, donc effectivement, comme Clotilde vient de le citer, il y a donc eu une construction d'une politique régionale avec une dynamique collective. Quelles étaient, vous, de votre côté, au sein de votre structure que vous représentez ce soir, les attentes sur ce sujet au niveau régional? Alors, il y a 6 ans, on avait rencontré l'ensemble des candidats avant les élections. La première demande qu'on avait faite, c'était celle de co-construire. Donc là, Clotilde l'a illustré, comment cette co-construction avait été faite, mais c'était un point absolument majeur dans notre demande, c'est d'éviter d'avoir une politique plaquée, descendante, faite par des gens qui ne connaissent pas forcément l'agriculture, et que le monde agricole soit très impliqué dans les échanges. Et ça, je suis quand même obligé d'être reconnaissant et de dire que ce travail-là, il a été fait. Le deuxième demande qu'on avait, c'est aussi pour justement améliorer ce lien, qu'il y ait un certain nombre d'élus dans les listes, et on l'avait demandé à tous les candidats, et que notamment, on avait un souhait fort, c'est que la personne qui s'occupera demain de l'agriculture soit un agriculteur ou une agricultrice, et ça a été chose faite avec Clotilde. Alors après, quand on les a rencontrés, on avait préparé un certain nombre de documents avec des demandes. La première demande qu'on avait, c'était un accompagnement fort du renouvellement de génération. Et ça restera le cas pour les 6 prochaines années, parce qu'on a quasiment 50% des agriculteurs qui vont prendre leur retraite dans les 10 ans à venir. Alors, on voulait une politique forte. On était à l'époque, il y a 6 ans, dans une situation où quasiment une ferme sur 2 partait à l'agrandissement et une ferme sur 2 voyait l'installation d'un jeune. Ça nous semblait pas bon parce que à chaque fois qu'une ferme part à l'agrandissement, la personne qui l'a repris, elle essaye de faire les choses plus simples pour arriver à gérer avec le même matériel, avec le même personnel, l'exploitation qu'elle a repris. À l'inverse, quand on installe un jeune, il a 40 années
devant lui. Et pendant les 20, les 30 premières années, il va chercher à faire du développement de valeur, il va chercher à avoir des projets et il va chercher à développer son exploitation agricole. Et donc pour nous, c'est très important et c'était important de faire bouger ce chiffre de quasiment un agriculteur sur deux accompagné pour passer plutôt à 2/3, chiffre qu'on a franchi aujourd'hui. Et pour ça, on avait besoin d'une politique avec des moyens financiers importants pour accompagner les jeunes et accompagner tous les types d'installations. Des installations comme celle d'Antoine, où un père va succéder à son fils, mais aussi des installations moins classiques, avec des jeunes qui vont arriver hors cadre familial, avec des jeunes qui vont avoir des projets nouveaux, comme celui que Antoine a porté de développer des légumes. Voilà, essayer d'accompagner un peu tous azimuts l'installation. Ça, c'était le premier point. Je ne sais pas si vous voulez réagir l'un comme l'autre à ce que je viens de dire, mais c'était pour nous un point absolument majeur. Merci beaucoup Sébastien, effectivement, pour l'approfondissement des propos de Clotilde, ce qui me permet de me tourner donc vers Antoine Dessin. Antoine, vous avez donc 23 ans, vous êtes agriculteur depuis presque 3 ans, avec un véritable projet d'installation sur le territoire régional. Avant de vous poser la question de savoir comment vous avez été soutenu par la région Normandie, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir agriculteur ? Qu'est-ce qui m'a motivé à devenir agriculteur ? C'est une passion depuis toujours. Voilà, de continuer. C'était une voie voilà, j'ai pris ma voie depuis longtemps. Et puis voilà, le goût de travailler avec le vivant. Voilà. Et donc, vous avez fait vos études sur le territoire de Caux, à Yvetot ? Oui, j'ai fait mon bac au lycée agricole d'Yvetot. D'accord, très bien. Donc, qui est effectivement un centre particulièrement reconnu sur le territoire de Caux en la matière. Et donc, concrètement, face à ce qui vient d'être dit par donc Sébastien, vous portez un projet d'installation, notamment avec une légumerie. Est-ce que vous pouvez, pour celles et ceux qui nous regardent, présenter davantage votre initiative, s'il vous plaît ? Donc, tout d'abord, je me suis installé il y a 2 ans. Lors de mon installation, j'ai été accompagné par la région via l'aide des JA. Ce qui m'a ensuite, entre guillemets, permis de développer un atelier supplémentaire. Et donc cet atelier-là, c'était la production de légumes de plein champ pour le marché de frais. Voilà. Donc, très bien, merci beaucoup Antoine. Je me tourne, sauf si Clotilde souhaite ajouter quelque chose, ce qui je pense est le cas. Oui, je suis assez pipelette. On avait un objectif avec Hervé Morin, quand on est arrivé à la région, d'installer, comme Sébastien l'a dit, on avait quand même un problème sur l'installation en Normandie, d'installer 200 jeunes par an. Et au jour d'aujourd'hui, en 2019, on a installé plus de 400 jeunes en installation aidée. Donc il y a l'installation aidée, comme Antoine a pu être aidé, ce qu'on appelle la dotation jeunes agriculteurs, avec du fonds européen. Mais on a aussi, comme Sébastien l'a expliqué, et ça va être un défi dans les années à venir, des gens qui ont plus de 40 ans, parce que la dotation jeunes agriculteurs, c'est jusqu'à 40 ans, et on a de plus en plus de nouveaux publics qui ont plus de 40 ans, qui reviennent à la terre après une première expérience professionnelle, et on se devait, pour ces un peu moins jeunes, de pouvoir aussi les aider, leur donner une impulsion à l'installation. Donc on a mis en place un dispositif impulsion installation. Donc ça, c'est quelques jeunes quand même qu'on installe en plus par an qui sont hors du parcours aidé. On avait eu aussi des jeunes qui nous disaient c'est bien quand on s'installe, mais ce serait bien qu'on puisse avoir un petit conseil avant l'installation et un petit conseil après l'installation au bout de 2 ou 3 ans pour faire un peu un bilan sur notre exploitation. Donc on a mis aussi en place un chèque conseil pour les jeunes installés pour les aider dans le financement d'un conseil. Et je voulais revenir aussi sur ce qu'a pu dire Antoine, la dotation jeune agriculteur. Voilà, ça a été un levier pour Antoine pour pouvoir s'installer, et c'est un coup de pouce, je dirais, financier qui permet derrière d'aller sur d'autres projets sans la DJA. Et la DJA, c'est aussi des avantages, il faut le dire, fiscaux intéressants pour le jeune derrière qui s'engage pendant un minimum 5 ans à reprendre une exploitation agricole. Voilà. Et on aide aussi, j'en profite aussi, on aide aussi tout ce qui est espace test. Les espaces tests, c'est des endroits où des jeunes peuvent venir se tester avant de se lancer dans l'agriculture et dans leurs projets.
Merci beaucoup Clotilde pour donc ces propos qui viennent approfondir ceux d'Antoine. Je me retourne de nouveau vers Sébastien Windsor et également pour faire parler également Éric Herbet et de nouveau Clotilde Dier. Concrètement, dans la construction de la politique régionale, il y a eu donc une dynamique de co-construction, une dynamique collective avec des attentes qui ont été exprimées il y a quelques instants, notamment sur les sujets environnementaux, de l'innovation, de la recherche. Quels ont été les principaux enjeux, les principaux débats et la volonté commune qui en est ressortie? Sébastien, pour commencer. J'avais cité l'installation comme peut-être le premier sujet sur lequel on attendait la région. Après, il y avait 3 autres sujets sur lesquels on attendait la région. Il y avait le sujet de la compétitivité et de l'accompagnement économique. On attendait la région fortement sur des secteurs un peu en difficulté, avec des difficultés économiques. En particulier l'élevage laitier, qui permet de maintenir nos paysages normands, mais qui est aussi une activité économique. Et c'est toujours une activité économique fragile. Et donc on attendait la région sur un programme un peu ambitieux d'accompagnement, d'investissement dans les exploitations d'élevage pour peut-être redonner de la compétitivité et améliorer la situation de ces exploitations. On attendait des aides à l'investissement aussi pour créer des dynamiques. Sur d'autres secteurs. J'ai par exemple moi bénéficié d'aide à l'investissement pour acheter du matériel pour biner mes betteraves, donc utiliser moins de phyto, mais aussi améliorer ma situation économique avec ce matériel parce que justement j'utilisais moins de phyto et que j'arrivais à conserver mon rendement. Et puis on attendait aussi une politique de création de valeur. Parce qu'à un moment, on a beaucoup parlé des États généraux de l'alimentation, du sujet de partage de la valeur entre le monde agricole et la distribution. Mais je pense qu'un élément essentiel, c'est d'aller créer de la valeur. Je dis souvent, quand on est dans un couple, si la couette elle est un peu petite, on peut se battre pour tirer la couette à soi. Au final, à la fin, il y en a toujours un qui a froid. Donc le mieux, c'est d'économiser un peu d'argent et d'aller acheter une couette plus grande. Et ça permet de passer une nuit plus agréable. Et donc l'enjeu, c'était justement d'aller créer cette valeur. Et pour ça, on avait axé nos souhaits, nos demandes sur l'accompagnement des signes de qualité, avec une région normande qui parle aux consommateurs. Et donc il fallait mettre en avant nos signes de qualité, mettre en avant le savoir-faire des agriculteurs et des industries agroalimentaires de Normandie et la qualité de nos produits. On avait une marque, Chambre d'agriculture, qui s'appelait alors Gourmandie, et on a souhaité donner un deuxième élan à cette marque, et on l'a basculée, on l'a appelée Saveurs de Normandie. Mais la campagne de communication autour de Saveurs de Normandie a été coportée avec un visuel proche de celui de la région normande. Et on s'est appuyé l'un sur l'autre pour développer cette marque et aller la faire connaître. Et donc vendre nos produits un peu plus chers et ramener de l'argent dans nos exploitations. Et puis on avait un troisième demande dans ce sujet-là, c'était quand même que nos produits ils soient consommés dans les cantines, parce que le circuit court, ça parle aux consommateurs, ça refait du lien entre le consommateur et le monde agricole, et puis ça permet là aussi de valoriser nos produits. Et puis l'accompagnement du développement des circuits courts, voilà en gros sur le sujet de la création de valeur ce qu'on attendait. Alors après, je peux continuer sur la recherche ou je le fais plutôt après. C'est la question, vous pouvez y aller. Alors, mais Clotilde pourra peut-être rebondir sur ce que je disais. Sur le volet recherche, on sait aussi qu'on est demain face à des enjeux un peu majeurs. On a tous entendu parler du glyphosate, mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels nos citoyens sont en attente de l'amélioration des performances de l'agriculture. Et ça passe par une phase de recherche. Et donc, voilà, j'entends dire, on avait besoin d'accompagner la recherche sur le glyphosate pour essayer de trouver des solutions, parce qu'aujourd'hui, je dois le dire, on les a quand même pas partout. Pour autant, il fallait résolument chercher ces solutions. Et regarder aussi où est-ce qu'on y arrive, mais aussi où est-ce qu'on n'y arrive pas, pour pouvoir montrer un peu ouvertement là où on saura s'en passer et là où on ne saura pas le faire. Et donc là, la région nous a accompagnés dans un programme pour essayer de rechercher les solutions. Ça ne veut pas dire qu'on va accélérer la sortie du glyphosate, ça va juste se dire qu'on va essayer de caler la sortie par rapport à ce qu'on sait faire. Et ne pas sortir quand on ne sait pas s'en passer. Le troisième, et pour ça, mais j'ai pris l'exemple du glyphosate, mais il y a eu globalement une vraie politique d'accompagnement de la recherche avec un contrat d'objectifs qui a été passé avec les instituts de recherche agricole, avec les chambres d'agriculture pour aller développer la recherche, y compris la recherche en arboriculture, pour développer la production cidricole, et puis Clotilde pourra revenir sur plein d'autres sujets. Et puis le dernier point, c'est une politique d'accompagnement aux transitions, parce que le monde agricole aujourd'hui il est très télescopé par beaucoup de choses. Le changement climatique qui nous heurte, et on est les premières victimes du changement climatique, les attentes de nos citoyens qui veulent des produits plus verts, qui veulent des produits avec moins de phyto, qui veulent qu'on améliore le bien-être de nos animaux. Donc on est télescopé par toutes ces attentes-là. Et nous, en plus, on a besoin d'aller créer de la valeur sur nos exploitations. Et donc, je pense que c'était important, et ce sera probablement quelque chose sur lequel on restera très demandeur dans la prochaine mandature, avec la prochaine région. C'est vraiment d'accompagner
les exploitations dans des changements qui sont devant elles, d'accompagner financièrement notamment ces transitions qui peuvent être devant elles, de plusieurs façons, dans l'accompagnement à l'investissement, mais aussi dans l'accompagnement de temps de réflexion de l'agriculteur. Parce qu'à un moment, quand on va s'installer, on réfléchit à son projet, je pense que c'est important qu'en cours de vie, l'agriculteur il va changer des choses sur son exploitation, et il faut qu'on l'accompagne dans une prise de recul. Pas pour qu'il investisse sur la même chose que ce qu'a fait son voisin, mais pour remettre au cœur du dispositif son projet. Jusqu'alors, on savait l'accompagner dans des changements avec une mesure agro-environnementale qui lui amenait de l'argent s'il allait vers tel système. Je pense que le vrai enjeu, c'est de remettre l'agriculteur au cœur de son projet, qu'il bâtisse son projet, qu'on l'aide à réfléchir. Il y a eu les aides CASE, le diagnostic CASE qui a été là. Et demain, il faut qu'on continue à mettre le focus sur chaque agriculteur doit avoir un projet sur son exploitation, un projet qui va lui permettre de mieux vivre, un projet qui va lui permettre de mieux gagner sa vie et un projet qui va lui permettre de mieux respecter l'environnement. Tout ça, c'est compatible. Merci beaucoup Sébastien. Avant de donner la parole à Clotilde, je voudrais me tourner vers Éric. Sur votre commune donc de Quincampoix, concrètement, est-ce qu'il y a une forte présence d'agriculteurs ou non? Quelle est la conjoncture sur votre territoire, s'il vous plaît? Alors effectivement, nous avons sur la commune de Quincampoix, c'est une commune de frange urbaine, parce qu'en fait il est assez difficile de définir réellement le concept de ruralité si on ne parle pas effectivement du fait urbain, du fait métropolitain. La commune de Quincampoix est en frange de la métropole de Rouen, et à partir du moment où vous avez une continuité urbaine, on considère que vous êtes dans la frange urbaine, alors que nous, on a le sentiment effectivement d'être réellement tourné vers les espaces ouverts, vers la forêt, on l'abordera peut-être ce soir ce sujet, et vers ces espaces agricoles qui font effectivement l'essence même de nos campagnes. En fait, ce que l'on constate sur le territoire que j'ai l'honneur de présider au niveau d'Intercovexin, c'est qu'on est, hormis 3-4 communes qui ont effectivement une démographie un peu plus forte, entre 3 et 5 000 habitants, on est essentiellement sur du monde rural, avec effectivement une richesse en termes d'environnement, de qualité de vie, de cadre de vie. Et j'ai souvent l'habitude de dire que la ruralité ne peut pas être une variable d'ajustement du monde urbain. C'est-à-dire qu'on ne subit pas la ruralité, on la vit pleinement, on en est extrêmement heureux, et on ne cultive pas que nos champs, on cultive nos esprits, les esprits foisonnent et produisent effectivement plein d'idées. Donc sur un territoire comme le nôtre, c'est effectivement un territoire qui est essentiellement, majoritairement à 80% tourné vers le monde rural. Merci beaucoup Éric. Alors justement Clotilde, on vient d'entendre Sébastien Windsor nous dire que concrètement il y avait eu une vraie dynamique sur la valorisation des signes de qualité, également que la région avait pris à bras le corps la question de la formation agricole sur le territoire régional, et qu'il y avait donc par des caractéristiques de la Normandie, majoritairement rurale, il y avait eu un véritable sujet dessus. Il me semble donc que sur les signes de qualité qu'il y a eu notamment, en plus de Saveurs de Normandie, d'autres dispositifs qui ont été lancés, notamment auprès des lycées, et donc sur la formation des agriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Je voulais revenir quand même un petit peu sur ce qu'a dit Sébastien, parce qu'on a eu quand même un dispositif phare durant ces 5 années qu'on appelle l'ANP, l'agriculture normande et performante, qui est un dispositif d'aide à l'investissement sur les exploitations, où on a peut-être pendant ces 5 ans marché un peu en silo. On a emmené un bon nombre d'agriculteurs vers l'agriculture biologique, vers la MAEC, vers la transformation à la ferme. Et je pense que ce qui est très important pour les années à venir, comme le disait Sébastien, c'est de remettre l'agriculteur au centre de son projet et raisonner au niveau de l'exploitation. Qu'est-ce que souhaite l'agriculteur dans les 10 ans à venir sur son exploitation pour aller vers la transition? Une exploitation sur 2 a été aidée durant ces 5 ans au niveau de la région, tout dispositif confondu, même avec le chèque conseil agricole. Plus de 3000 chèques conseil agricole ont été faits au niveau de la région Normandie. Donc ça montre bien que les agriculteurs ont des projets, mais avaient besoin de conseils auprès d'organismes spécialisés. Plus de 480 millions d'euros de fonds publics et de fonds européens qui ont été consacrés à l'agriculture. C'est beaucoup plus que les anciennes mandatures. On est à 80 millions à peu près d'euros par an qui aident l'agriculture, alors qu'avant c'était à peine 10 millions d'euros. Donc il y a vraiment... je dirais pas, c'est pas un effort de la région qui est fait pour l'agriculture, c'est que la région a vraiment dans ses veines l'agriculture, et la Normandie est vraiment une très belle région agricole.
En ce qui concerne les lycées, on a 17 lycées agricoles sur la Normandie et il nous semblait donc que nous avons en région la gestion des lycées agricoles. Donc en fait, c'est le bâti, le personnel de ménage, le personnel de cuisine et la restauration scolaire. Donc avec des produits d'excellence en Normandie, il nous paraissait inévitable de devoir nourrir nos élèves normands dans les lycées avec nos produits normands. Donc on a lancé un grand plan Je mange normand dans mon lycée. Au jour d'aujourd'hui, on a à peu près 90% des lycées qui se sont engagés dans cette démarche et l'ensemble de ces lycées sont à peu près à 50-55% de produits normands dans leur lycée. Donc la difficulté, en fait, c'est d'avoir un gestionnaire de cuisine qui dépend de la région, mais un chef de cuisine qui dépend de la région, mais un gestionnaire qui ne dépend pas, qui fait les achats, qui ne dépend pas de la région. Donc en fait, on a essayé de donner des outils dans une boîte à outils à l'ensemble de notre personnel pour essayer de faire rentrer des produits normands dans la restauration scolaire avec des actions avec la Chambre d'agriculture sur le bien manger, des challenges bien manger en Normandie, où on met les chefs de cuisine à l'honneur, où ils participent à des concours. Donc on met tout ça, c'est peut-être un petit peu long à mettre en route, mais on sent vraiment qu'il y a vraiment une dynamique et de plus en plus de producteurs qui souhaitent rentrer dans les lycées. Alors pour un producteur, c'est pas toujours facile parce que le lycée, il est fermé pendant les vacances, donc c'est un débouché en plus, mais c'est pas que l'unique débouché. Il faut en trouver d'autres. Mais voilà, j'insiste sur le fait d'aller vers l'excellence et Antoine en est aussi un exemple puisqu'il s'est lancé dans je crois, l'HVE, on en parlera tout à l'heure. Et on a un potentiel en Normandie et des agriculteurs qui vraiment souhaitent aller de l'avant et qui ont tous des projets. On souhaite continuer à accompagner ces projets. Merci Clotilde. Vous êtes très nombreux à vous exprimer en commentaire. Nous sommes près de 75 actuellement en direct. Merci pour votre suivi. Alors justement, sur ce plan manger normand au sein des lycées, comment, lorsque vous aviez bâti cette politique publique, vous avez défini les critères de sélection des producteurs? Imaginons que Antoine de Saint-Cy, ce n'est pas le cas, souhaite devenir l'un des fournisseurs de légumes, puisqu'il lance un projet d'atelier de légumes. Comment peut-il faire d'une part pour candidater et d'autre part pour espérer être sélectionné? Alors ça dépend de la commande publique. Alors c'est un peu justement, on essaye d'adoucir et d'arrondir un peu les choses parce que c'est bien souvent ce qui pose problème à l'ensemble des agriculteurs, c'est que de nombreux lycées, par exemple, n'arrivaient pas à lotir leur, admettons, dans les fruits et légumes, tout était mélangé. On mélangeait des ananas avec des pommes, donc évidemment un producteur de pommes, il ne pouvait pas répondre à l'appel d'offres, puisque les ananas en Normandie, même avec le réchauffement climatique, c'est un petit peu compliqué. Donc en fait, on a essayé de demander aux gestionnaires d'allotir un maximum les lots pour que les agriculteurs environnants puissent répondre à l'appel d'offres. Et on est en train, là, on a lancé un grand appel à manifestation d'intérêt pour organiser la logistique. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que l'agriculteur, il est plein de bonne volonté, il fait des produits extraordinaires, mais commercialiser et passer son temps sur la route, c'est un autre métier. Donc produire et s'occuper de la logistique, c'est deux choses complètement différentes qui parfois nécessitent beaucoup plus de main-d'œuvre et de ce fait-là, l'agriculteur est parfois un peu moins compétitif. Donc on a lancé un grand AMI au niveau de la région Normandie. On aura le résultat bientôt pour essayer d'organiser la logistique pour que l'agriculteur n'ait qu'un endroit à aller livrer et après ce soit des grands faiseurs qui s'occupent de la logistique. Pour simplifier au maximum la démarche de l'agriculteur pour qu'il puisse facilement rentrer dans les lycées et que nos jeunes lycéens normands puissent manger des produits locaux. Après, vous savez, je pense que pour compléter ce que dit Clotilde, il y a toute cette démarche à faire avec les chefs ou les gestionnaires de cantines pour les inciter. J'allais dire, quelque part, de temps en temps, pour leur apprendre à contourner la législation européenne, parce que la législation européenne, elle ne permet pas, quand on fait un appel d'offres public, d'indiquer d'où on veut acheter le produit, un critère d'origine. Donc il a fallu aussi faire ce travail pour les sensibiliser. Donc ça, on a essayé, nous aussi, de participer à ça. Mais j'allais dire, le premier problème auquel on était confronté, c'est souvent une offre pas suffisante aussi. Et là, je pense que la gestion par la région et les cofinancements par la région de programmes pour développer la production à la ferme, la vente directe, et du coup, ces gens qui font de la vente directe peuvent aussi aller livrer le lycée à côté, a été un élément important parce que en Normandie, on est déficitaire en fruits et légumes.
Et puis si on regarde en lait, par exemple, on est des grands producteurs de lait, mais si vous voulez alimenter un circuit court, il faut des gens qui produisent du lait, mais qui aussi montent des ateliers de transformation. Et là, il y a eu beaucoup d'aide à l'investissement pour accompagner le développement de façon importante de cette capacité à transformer, ce qui nous amène d'ailleurs aujourd'hui, je pense, en Normandie, à être une région peut-être un peu en avance sur le sujet. Avec, alors on attend le prochain recensement et les résultats, mais nos estimations sont entre un agriculteur sur 2 et un agriculteur sur 3 qui fait déjà aujourd'hui la capacité de transformer une partie de ses produits sur la ferme. Une dynamique énorme sur la transformation à la ferme où l'agriculteur, j'étais encore sur le marché de Fauville-en-Caux hier où une jeune agricultrice qui venait de s'installer, qui était prof avant au lycée agricole d'Yvetot, qui expliquait que voilà, sur 1 hectare 4, elle s'est installée en élevage de brebis et elle arrive à capter de la valeur ajoutée. Et elle me dit, moi quand je transforme mon fromage, mon lait en fromage et que je le vends sur le marché, c'est là que j'arrive à capter de la valeur ajoutée. Donc c'est plein de petits exemples comme ça. Et je le dis et je le répète, l'essentiel, c'est que l'agriculteur, il se sente bien dans son propre projet et que son projet, il l'est construit. Et nous, la région, on est là pour accompagner et pour aider. Merci beaucoup Clotilde. On remercie les personnes. Vous êtes très, très nombreux ce soir à vous exprimer. Je vais donc remonter quelques-uns de vos commentaires, notamment Afida Wada que je salue et que nous saluons, qui nous dit « Bravo, je mange normand en Normandie, c'est une excellente chose ». Agnès Laloy également que nous saluons, qui nous dit « Très belle initiative pour mieux nourrir nos jeunes ». Donc visiblement le plan Manger normand dans les lycées rencontre un très fort succès. Mais nous avons également une question d'Anne-Cécile Suzanne, je la cite, « Dans le cadre de la réforme du plan stratégique national et de la perspective d'une baisse de moitié des aides de la PAC à destination des éleveurs allaitants, avez-vous d'ores et déjà pensé à un dispositif de soutien pour maintenir l'élevage allaitant normand, essentiel à nos paysages, nos terroirs et notre environnement ?» Je me tourne naturellement vers vous puisque Clotilde, c'est votre quotidien professionnel également et par votre fonction politique, forcément que vous êtes au courant de ce sujet. Alors, Là, on est extrêmement PAC, premier pilier, deuxième pilier. Je pense qu'on va être peut-être un peu trop technique pour nos internautes parce qu'on est en plein justement dans les discussions du plan stratégique national avec l'État et une nouvelle répartition en plus État-région où les aides et certaines primes, enfin les aides comme les MAEC vont retomber dans l'escarcelle de l'État et non plus en région. Donc on va certainement en plus perdre la main sur ce genre de choses. On va continuer sur l'élevage allaitant, donc je ne vais pas parler prime vache allaitante parce que ça tombe dans le premier pilier. Mais nous, on est là aussi pour accompagner les agriculteurs dans l'élevage allaitant, pour être autonomes au niveau du fourrage, pour les aider à investir dans du matériel de récolte de fourrage. On est en train de réfléchir avec Hervé Morin justement pour jusqu'à présent l'aide à l'investissement, c'était essentiellement sur de l'investissement neuf. Et là, on essaye de voir si on ne peut pas aider sur l'investissement d'occasion pour réduire encore les charges sur les exploitations agricoles. Donc ce sera certainement dans la future politique agricole régionale. On sait très bien que l'élevage a énormément de mal. Il faut aller capter de la valeur ajoutée, comme on le disait tout à l'heure avec Sébastien, sur l'ensemble des territoires. Faire de la vente directe, mais pas que. Tout à l'heure, voilà, je discutais avec Antoine et Antoine a rencontré aussi quelques personnes qui peuvent lui donner des débouchés et de la valeur ajoutée sur sa viande et sur son exploitation. On avait énormément axé notre politique régionale sur l'élevage allaitant et l'élevage laitier dans la première partie. Voilà, c'est des questions dont on connaît l'importance et qu'on construira avec l'ensemble des agriculteurs dans la deuxième partie. Prochainement, je l'espère. Sébastien. Non, je voulais moi juste réagir parce que je ne peux pas laisser dire que les aides vont baisser de moitié dans l'élevage allaitant. D'abord, les arbitrages ne sont pas rendus à date et de ce que je sais et des chiffres que je peux voir, on n'est pas du tout dans ces chiffres-là. Voilà. Pour autant, l'élevage allaitant reste une activité importante pour maintenir des herbages en Normandie, notamment dans des zones où s'il n'y a plus d'élevage, il serait dangereux de faire autre chose que de l'herbe dès qu'on a des pentes, des choses comme ça. L'élevage laitier, il n'est pas tellement en meilleure situation.
Et donc moi, je ne veux pas faire cette opposition élevage laitier, élevage allaitant. Je pense qu'il faut qu'on arrive à aider et à faire gagner en compétitivité l'ensemble de l'élevage, qui est une des fiertés de la Normandie. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer à aider les investissements, parce qu'une des autres choses qu'on a pu voir quand même, c'est on a un plan de relance européen qui arrive. Quand le plan de relance européen il a été annoncé, on s'est posé une question et on a posé la question à la région, comment on fait avec l'argent de ce plan de relance européen qui arrive pour l'utiliser correctement. Donc il y a un petit sondage qui a été fait auprès des agriculteurs. Je trouve que c'est d'ailleurs plutôt exemplaire de ne pas s'être lancé tout de suite dans voilà ce qu'on va faire, mais d'avoir essayé d'enquêter auprès des agriculteurs. Donc je remercie le travail qui a été fait. Et là, on a vu des choses arriver. Alors il faut continuer sur les sujets de compétitivité, notamment pour les élevages. Il faut continuer peut-être aussi à développer des secteurs qui ne sont pas très présents en Normandie, sur lesquels on peut trouver des débouchés. Les productions avicoles, la production de porc, elle n'est pas très présente en Normandie, et on pourrait, et on n'est pas autosuffisant, et on pourrait développer ces productions-là. Il y a plein de nouveaux projets. Les légumes, par exemple, sont des sujets sur lesquels on devrait pouvoir se développer. Et puis on a vu autre chose arriver dans les préoccupations des agriculteurs, et en particulier chez les éleveurs, le sujet de la pénibilité du travail et du nombre d'heures de travail. Et là aussi, je trouve que c'est intéressant dans les inflexions qui ont été données là, avec ce plan de relance par la région, d'aller accompagner ces sujets-là. Et c'est tout cet ensemble-là qui va permettre de maintenir de l'élevage en Normandie. C'est pas juste la prime qu'on donne à telle vache ou telle vache, qui est un sujet qui dépasse peut-être la majorité des gens qui nous écoutent. Mais en tout cas, je pense qu'il faut continuer à aider et la compétitivité, et la pénibilité, et la valorisation, comme ça a été fait, en continuant à le renforcer. Et voilà, je pense que le sujet, et en tout cas, moi, je ne pouvais pas laisser dire qu'on va avoir une baisse de la moitié des primes sur les vaches allaitantes. Merci beaucoup Sébastien. Antoine, donc agriculteur de 23 ans, vous avez donc des amis et également des proches qui sont agriculteurs. Est-ce que par rapport à ce que vient de dire Sébastien et également Clotilde, vous avez le sentiment, la pensée selon laquelle effectivement la pénibilité au travail a diminué, que véritablement la condition de l'agriculteur s'est améliorée de génération en génération? Je pense, moi, ma jeune carrière, j'ai suite à l'installation aussi, j'ai aussi été accompagné par la région pour la construction de bâtiments. C'est ce genre de choses-là qui m'ont fait gagner qui ont fait diminuer la pénibilité de cet atelier. Quand même un atelier assez soutenu, oui, physiquement et donc moi c'est l'exemple qui me vient en tête, mais ces investissements-là, voilà, ça m'a aidé en partie aussi pour le maintien de mon atelier. D'accord, merci beaucoup Antoine. Éric, donc on va quelque peu changer de sujet. On était vraiment sur le cœur agricole. On va également maintenant évoquer le sujet, donc la gestion des forêts notamment, puisque chère Clotilde, dans le cadre de votre vice-présidence, cela fait partie de vos délégations. Éric, donc Éric Herbert, vous êtes donc président d'un syndicat forestier qui n'est pas tout jeune. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Et donc concrètement, sur la question forestière qui fait partie intégrante de la dynamique et du sujet rural, quel constat et quelle ambition peut-être pour la dynamique forestière ? Alors effectivement, ça me donne l'occasion de pouvoir parler de ce syndicat, qui est le syndicat des biens communaux de la Muette. C'est un syndicat qui a vu le jour, un regroupement effectivement, qui a vu le jour en 1030, donc dans 9 ans, on pourrait fêter un millénaire, si je puis dire, de ce regroupement de communes, 13 communes qui à l'époque s'étaient regroupées. C'était Robert le Magnifique, le père de Guillaume le Conquérant, petit clin d'œil avec effectivement la Normandie conquérante. Et effectivement, c'est un territoire d'à peu près 1000 hectares qui se voit gérer effectivement au niveau de cette intercommunalité. Et je suis totalement d'accord avec vous, Gauthier. La forêt est une partie essentielle aussi de notre monde rural. Si on considère 3 tiers égaux entre l'urbain, le rural et le forestier,
il a une valeur particulière parce que, à la différence de certaines activités du monde agricole, lui a un pas de temps extrêmement large. Au mieux, vous récoltez vos productions en 70-80 ans et dans certaines situations, dans certains cas de figure, avec des espèces nobles, parce que la Normandie produit beaucoup d'espèces nobles, hein, principalement du chêne, du hêtre et du châtaignier. On peut aller vers des durées de 150 voire 200 ans pour produire un arbre de grande qualité, alors soit en termes de menuiserie ou éventuellement du bois d'œuvre, hein, du bois de charpente. Donc très concrètement, la région a beaucoup œuvré, a beaucoup accompagné les territoires que je côtoie dans le domaine de la forêt, en accompagnement, en finançant des régénérations de parcelles, les peuplements pauvres, les terrains qualifiés d'ingrats qui sont effectivement tout aussi nécessaires de fixer. Et tout à l'heure, Sébastien disait très justement qu'il était important de maintenir des espaces enherbés. Il l'est tout autant pour les espaces forestiers parce que c'est piéger effectivement les limons, c'est fixer éventuellement des polluants ou des pollutions qui pourraient potentiellement advenir. Et la forêt a un rôle effectivement de filtre extrêmement intéressant. La question sur nos territoires, elle se pose certainement de la même manière au niveau du monde agricole. Elle est plus sur les aspects sanitaires. On a effectivement depuis quelques années des problématiques sanitaires qui réellement nous interrogent, hein. Au-delà du changement climatique, hein, qui va nous contraindre, nous obliger de revoir totalement nos modes de production. Sachez, mesdames, messieurs les internautes, que du hêtre, on n'en plantera plus en Normandie. Hein. Donc, alors que c'était une espèce emblématique de la Normandie, nous n'en planterons plus, puisqu'on peut espérer récolter un hêtre en 150 à 200 ans. Et dans 150 à 200 ans, si on suit la trajectoire du GIEC normand, un très très beau dossier que le président Hervé Morin a mené aussi avec 23 scientifiques. Dans ce contexte-là, nous ne serons absolument pas en capacité de les récolter. Ils seront morts bien avant. Donc on est déjà dans une mutation, dans une transition, et on va devoir se tourner vers des essences soit plus exotiques, soit avec une résilience plus forte vis-à-vis du stress hydrique. Et ça nous interroge beaucoup. Donc on envisage, écoutez, de planter des chênes qui sont beaucoup plus méridionaux, hein, bien plus au sud. On n'a peut-être pas planté du chêne liège, mais du chêne vert et des chênes voilà, pour garder cette noblesse de production sylvicole. En parallèle de quoi, la forêt est un monde assez particulier parce que la forêt, le plus souvent, abrite le gibier. Et on se retrouve avec des problématiques de conflits d'usage, je peux le dire, puisque une bonne partie des massifs forestiers, alors selon qu'ils se trouvent domaniaux ou non domaniaux, évidemment, on peut avoir un usage un peu différent, mais l'essentiel des massifs forestiers en France sont non domaniaux, donc sont propriété privée. Et ben on retrouve de plus en plus effectivement, comment dirais-je, les habitants, hein, des communes voisines qui utilisent la forêt. Enfin, je dirais comme un espace récréatif pour une distraction, sauf que la forêt, c'est un monde vivant et c'est un monde sensible. Et effectivement, on est toujours en train d'essayer de faire de la pédagogie pour montrer qu'il n'est pas question de marcher un peu n'importe où et n'importe comment. De la même manière que la forêt, c'est un monde qui, comme je le disais, accueille le vivant, mais le vivant aussi les animaux vivants. Et donc, on se retrouve avec des gibiers, les grands cervidés, les sangliers et autres, qui viennent appliquer une pression assez forte sur nos forêts. Alors, elles sont déjà fragiles par les conditions climatiques, fragiles aussi par les problématiques sanitaires dont je vous parlais il y a quelques secondes. Et là, on arrive à un sujet qui est peut-être un peu clivant, mais la nécessité pour essayer d'envisager un peu de régulation, d'appliquer une chasse, alors des chasses raisonnées, hein, on n'est pas il y a 50 ou 60 ans, ou peut-être y avait-il quelques chasseurs un petit peu, comment dirais-je, un peu consommateurs. Là, on est vraiment dans de la régulation. Néanmoins, c'est un sujet qui est important dans nos forêts d'aborder. Merci beaucoup, Éric, pour vos propos. Je me tourne vers Clotilde. On a également des questions sur le sujet qu'il vient d'évoquer. On a notamment, ce n'est pas une question, mais un commentaire, Odile Moret-Chauvry, qui fait écho à ce que vient de dire Éric, syndicat de bois de la Muette, bien connu des Villois, donc effectivement, qui est un très vieux syndicat. Et nous avons également Edgar Vauquelin, qui nous pose la question:
Que fait la région pour répondre aux objectifs de la COP21, notamment sur l'initiative 4 pour 1000 qui passe par la réduction du labour? Concrètement, sur ce sujet, est-ce que la région s'est attelée sur ce sujet, Clotilde, ou également Sébastien? Avant de parler de l'autre sujet, peut-être revenir quand même un peu sur la forêt, parce qu'on a mis quand même en place une véritable politique forêt-bois. La filière bois, c'est une très belle filière que peu de gens connaissent en Normandie, de l'amont de l'aval, de la forêt primaire jusqu'à l'exploitation par les scieries. Un très beau lycée du bois à Anvermeux. Donc j'en profite pour faire la publicité, parce que c'est vraiment un très beau lycée. Et on a mis en place avec la filière bois ce qu'on appelle un contrat d'objectifs, qu'on a mis aussi en place avec d'autres structures. Avant, à la région, au niveau de l'agriculture, de la forêt et autres, toutes les structures venaient frapper à la porte en disant voilà mon programme d'action pour l'année, la région peut me financer comment? Et nous, on a souhaité ne plus fonctionner comme ça, mais que toutes les OPA et toutes les associations qui gravitaient autour de l'agriculture et de la forêt travaillent ensemble sur des mêmes sujets. Et au niveau de la forêt, on a le syndicat des propriétaires forestiers, l'interprofession du bois FIBois et l'URCOFOR, qui est l'Union régionale des collectivités forestières, ont travaillé tous ensemble autour d'un contrat d'objectifs pour mettre en place de véritables actions pour la forêt avec du financement régional. Donc c'est des recherches à la fois, et c'est du travail et c'est de la promotion à la fois sur les scieries, mais aussi sur la forêt loisir, sur la biodiversité, sur le captage carbone de la forêt, sur le repeuplement des filières pauvres. Et on a aussi des aides auprès des propriétaires forestiers, des aides FEADER, des aides de l'Union européenne sur de nombreux sujets au niveau de la filière bois, qui est vraiment une très belle filière en Normandie. Merci beaucoup Clotilde. Je me tourne donc vers Sébastien Windsor face à ce qui vient d'être dit, notamment par Eric, suite au rapport du GIEC que les êtres dans les années à venir ne pourraient plus être plantés. Il y a donc des mesures à prendre, et notamment avec la question donc d'Edgar Vauquelin sur la COP21 et les engagements pris au niveau national et qui doivent être appliqués également, pris à bras le corps par la collectivité régionale. Vous avez de très nombreuses choses à dire sur ce sujet, si puis-je dire. Je ne sais pas si j'ai de très nombreuses choses à dire. Ce que je sais, c'est que c'est un sujet très complexe. Le premier point, c'est que c'est souvent les agriculteurs les premières victimes du changement climatique. On voit nos rendements avec... J'ai vécu l'année dernière, alors pas cet hiver-là, mais l'hiver précédent, l'hiver le plus humide de ma carrière depuis que j'étais installé, et dans la suite, l'été le plus sec de ma carrière depuis que j'étais installé. Donc, on a besoin de comprendre. Et pour ça, l'initiative du GIEC normand, elle est absolument majeure, parce qu'elle va nous aider à comprendre, d'abord, comment on peut s'adapter à ce changement climatique, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle de nos territoires pour lutter contre ce changement climatique. Pour autant, on n'en est pas à juste attendre. Aidé par la région, on a quand même eu un dispositif de développement de la valorisation de la haie en Normandie, très porté par la région et les départements, qui ont permis de valoriser nos haies, de faire de la plaquette forestière et d'utiliser ce bois de nos haies pour essayer de financer une partie de l'entretien des haies, parce que c'est un sujet majeur. Et du coup, ça permet de stocker du carbone ou de le réutiliser plutôt que des produits pétroliers. Deuxième point, on a eu un programme pour développer les bandes lignocellulosiques, donc là aussi des saules, du miscanthus pour stocker du carbone. Troisième sujet sur lequel il y a eu des aides de la région et sur lequel l'agriculture s'est engagée, c'est autour du non-labour. Et il y a eu notamment des aides qui ont été données dans les aides à l'investissement autour de matériel permettant de faire des semis sur du non-labour. Voilà. Donc je veux juste dire que les agriculteurs, ils sont bien en marche pour accompagner ça. Après, je pense que c'est vraiment, dans les 6 années à venir, si j'ai un appel à faire pour le futur programme agricole, c'est probablement là-dessus qu'on va devoir mettre l'accent. Parce que le changement climatique, il va s'accélérer, on va en vivre encore un peu plus les effets. Donc il est maintenant urgent d'accompagner les agriculteurs. Et le deuxième point, c'est que je pense qu'à l'inverse, on peut aussi en tirer une source de revenus complémentaire sur les agriculteurs. Parce que demain, je suis sûr que dans 6 ans, dans 10 ans, on continuera à rouler avec des voitures et en partie avec du pétrole. Tout ne sera pas fait à l'électrique. Et donc, si on veut être neutre en carbone, il va bien falloir qu'il y ait des gens qui compensent pour nous permettre de continuer à rouler avec nos voitures. Et c'est probablement l'agriculture qui permettra de faire ces compensations. Et donc, face à ces compensations, on peut aussi espérer en tirer un bout de revenu et valoriser le carbone qu'on va stocker. Et pour ça, je pense que c'est important qu'on démarre. Alors,
on est en train d'y réfléchir déjà, mais c'est important que demain, on puisse accompagner un agriculteur à faire un bilan carbone et à regarder comment, au-delà de ce bilan carbone, il peut demain stocker un peu plus de carbone. Et si on l'aide dès maintenant à faire un premier bilan carbone, comme ça a déjà été le cas chez les éleveurs laitiers par exemple, et ben, s'il améliore ses pratiques, on pourra prouver qu'il stocke du carbone et du coup on pourra espérer en tirer un bout de revenu pour l'agriculture. Et donc je pense que c'est à la fois une nécessité pour accompagner l'agriculture face au changement et une façon d'aller chercher du complément de revenus. Et donc moi j'en appelle vraiment à ce que dans le prochain programme de la région, on renforce ces actions-là qui existent déjà un peu aujourd'hui. Merci Sébastien. Peut-être Clotilde, face à ce que justement Sébastien vient de dire, des choses à ajouter. Non, mais Sébastien l'a expliqué. Et là, voilà, nous, on est là pour aider les agriculteurs dans leur démarche. Et c'est vrai que tout ce qui va bien pour l'environnement, et en particulier les bilans carbone sur les exploitations agricoles, on pense mettre en place un dispositif comme on a fait au moment où les agriculteurs nous le demandaient sur le chèque conseil agricole, mettre en place un dispositif d'aide sur l'analyse et le bilan carbone au sein des exploitations agricoles. Merci beaucoup Clotilde. L'heure passe, il est déjà 19h50, il nous reste moins de 10 minutes. Je voudrais évoquer avec vous un sujet davantage d'actualité, non pas que les autres ne l'étaient pas, mais nous vivons un contexte sanitaire particulièrement dégradé, ce qui dégrade également notre économie régionale et qui plus est nationale. Les producteurs, les éleveurs, les agriculteurs ont été, tout comme nous tous, touchés par cette pandémie au niveau économique. La région a mis en place un plan d'investissement, un plan d'aide, un plan de relance au niveau régional. Concrètement, très brièvement, au sujet de l'agriculture, quels sont les principaux axes ou les principaux objectifs que vous avez essayé de prendre en compte durant cette mandature ? Alors, dans le premier confinement, déjà, ça a été de pouvoir, avec la Chambre d'agriculture et l'ensemble des représentants professionnels, d'avoir un point téléphonique toutes les semaines, parce qu'en fonction des filières, tout le monde n'était pas impacté de la même façon. Premier confinement, la filière horticole et cidricole ont été énormément impactés. Je vous rappelle tous les horticulteurs qui ont dû jeter tous leurs plans. Donc ça a été des combats auprès du national pour, au fur et à mesure, pouvoir ouvrir les jardineries. Là, dans le cadre du plan de relance européen, la région a un peu plus de 100 millions d'euros sur les PDR, d'abondement sur les plans de développement ruraux. Donc on souhaite énormément axer nos aides sur les filières agricoles qui ont beaucoup souffert, donc cidricole et puis horticulture durant le confinement. On a mis en place un plan pomme qui sortira très, très bientôt pour aider la filière cidricole. Lors de la sortie du premier confinement, on a reçu beaucoup de soignants en Normandie où on a offert aussi là des produits cidricoles et des produits conchilicoles pour faire la promotion de nos produits normands. Malheureusement, voilà, tout ce qui est promotion de nos produits comme la grande fête de l'excellence n'a pas pu avoir lieu. Le salon de l'agriculture n'a pas pu avoir lieu au mois de février, mais là actuellement il y a la semaine de l'agriculture normande qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est la deuxième journée avec des témoignages d'agriculteurs. Il y en avait eu un aujourd'hui d'une agricultrice qui s'est installée en maraîchage. Donc voilà, on a des dispositifs qui sont assez souples et on écoute la profession agricole pour à chaque fois pouvoir s'adapter aux différents cas. Donc là, je vous dis, sur le prochain plan de relance, on va beaucoup plus aider aussi, comme l'a dit Sébastien, c'est des filières comme l'aviculture ou le porc qui avaient du mal à rentrer dans les dispositifs. Donc on a adapté nos dispositifs pour qu'ils puissent être accessibles à tous, d'autant plus que l'enveloppe était intéressante et il faut absolument consommer les fonds européens pour pas qu'ils retournent à l'Europe. Le but, c'est de pouvoir consommer sur la Normandie. Et là, le premier appel à projet vient d'être clôturé. Donc aussitôt qu'il y a un appel à projet qui se clôture, il y en a un autre qui ouvre. Et là, on est vraiment très satisfait parce les agriculteurs sont au rendez-vous et c'est multi-filières. On s'aperçoit aussi qu'avec le confinement, beaucoup d'agriculteurs, comme on le disait tout à l'heure, s'en vont quand même vers la transformation à la ferme. On a lancé aussi durant le confinement la plateforme Au rendez-vous des Normands où chaque agriculteur qui fait de la vente directe peut s'inscrire
et vous tapez au rendez-vous des Normands et vous pouvez avoir sur votre point géographique, là où vous habitez, tous les agriculteurs qui font de la vente directe, et vous pouvez, je fais un petit clin d'œil à Linda Lahalle qui s'occupe du rollon, et vous pouvez même payer en rollon. Voilà, donc tous les dispositifs, et oui, il faut dire aussi qu'au départ, avec les aides d'État, le secteur primaire dont fait partie l'agriculture n'était pas éligible aux aides d'État. Donc on a aussi fait en sorte que l'ensemble des agriculteurs normands puissent bénéficier aussi des aides d'État. Voilà. Merci Clotilde, je me tourne vers Antoine. Avant de faire relater des commentaires que nous avons justement dans l'espace dédié avec François Bloch notamment que nous saluons. Bravo à Hervé Morin et Clotilde Dier pour leur politique dynamique et volontariste dans le domaine agricole depuis 6 ans. #Vivre la Normandie, le slogan donc de la candidature d'Hervé Morin. Antoine, donc comme convenu, je me tourne vers vous. Le Covid-19, vous l'avez tout comme nous subi. Vous êtes en pleine installation, notamment sur un projet de légumerie. Concrètement, comment cette situation sanitaire, d'une part, a contrecarré vos plans, vous a amené à repenser votre stratégie d'installation, et deuxièmement, est-ce que vous avez essayé de solliciter la région? Et si oui, sur quel sujet? La situation sanitaire, on a eu des conséquences surtout commerciales pour les légumes. Différents axes, un changement de clientèle aussi. Moins de collectivité, moins de restauration hors domicile. Il a fallu s'adapter. Et sinon, non, dans le reste, je veux dire, techniquement, on n'a pas eu de modification particulière. Mais... D'accord. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas eu besoin d'aide à la région à la suite justement de cette séquence d'après-confinement? Non. Pas spécialement, j'ai pas... Non, selon... Oui, je vous laisse. Très bien, oui, Non, c'est j'allais Sébastien. dire, sur ces sujets de produits agricoles, la grosse difficulté, ça a été la fermeture des restaurations. Voilà, il a fallu réorienter les produits. À côté de ça, ça a plutôt mis le focus sur les enjeux de souveraineté alimentaire. Tout à fait. Et donc, ce maintenant dont on a besoin, nos concitoyens, ils y ont fait un peu plus attention à la souveraineté, à l'origine des matières premières. Il faut qu'on fasse durer les choses. Et pour faire durer les choses, c'est là qu'on va avoir besoin des politiques publiques. On va avoir besoin de la région pour continuer à communiquer sur les produits normands, pour continuer dans ces lycées à augmenter la part de produits normands. Et puis on va avoir besoin de la région pour continuer à faire qu'il y ait des jeunes qui soient aidés et qui continuent à s'installer, comme l'a fait Antoine, à développer de la production de légumes. Alors, pas trop vite, parce que si on en installe 25, ils vont tous avoir des problèmes pour vendre leurs produits, ce ne sera pas bon. Donc il faut bien faire les deux en parallèle. C'est toujours un jeu d'équilibre compliqué, mais je pense que à tout malheur, il y a des choses à en tirer. Et au moins pour l'agriculture, c'est le focus sur la souveraineté alimentaire. Et maintenant, on a besoin d'aligner les politiques nationales, mais aussi les appuis régionaux pour développer cette souveraineté alimentaire et récupérer, notamment sur les légumes, où c'est flagrant, 40% des légumes sont importés, 50% des fruits français. On a besoin de retrouver cette souveraineté alimentaire. Et là, on ne le fera pas sans de l'aide de l'investissement, sans de l'accompagnement à des jeunes dans la formation, sans de l'accompagnement à des outils de transformation, etc. Mais tu l'as dit, Sébastien, aussi on aura besoin de petites unités agroalimentaires sur nos territoires aussi. Et on l'a bien perçu durant la période sanitaire assez difficile. Merci beaucoup Sébastien et Clotilde. Il nous reste quelques instants avant de clôturer cette émission. Je ne sais pas si Eric, Clotilde, Sébastien ou Antoine, vous souhaitez rajouter des éléments, notamment traiter un sujet qui peut-être vous paraît pertinent, notamment pour les Normands des Normands. Clotilde? Oh non, moi c'est plutôt un mot de la fin. Notre président a souvent tendance à dire qu'il faut être fier d'être normand, et moi je trouve que s'il y a bien quelque chose dont on peut être fier en Normandie, c'est de notre agriculture, c'est de tous ces hommes et ces femmes passionnés qui font évoluer leur exploitation pour produire des bons produits pour l'ensemble des Normands. Et depuis 5 ans, la région Normandie s'est engagée à soutenir leurs projets, et c'est ce qui fait, je pense, la fierté de notre région. Et moi je suis fière depuis 5 ans, de travailler au jour le jour avec des gens passionnés qui aiment leur métier et qui doivent en vivre. Et voilà, c'est un peu le message que j'ai envie de passer aujourd'hui. Merci Clotilde. Eric?
Écoutez, moi, juste 2-3 petits mots pour rappeler que la ruralité est en pleine mutation. Et à ce niveau-là, les aspects du numérique sont extrêmement prégnants. Et je souhaitais rappeler que la région s'était beaucoup engagée aux côtés des collectivités, des syndicats départementaux pour justement le tissu rural, pour développer le numérique. Alors bien au-delà des néo-ruraux, hein, tous ceux qui arrivent dans un contexte, je dirais, assez nouveau pour eux, des citadins comme ça qui arrivent dans nos campagnes et qui importent de ce fait des besoins. Je pense que Sébastien pourrait en attester, mais le monde rural a de plus en plus besoin, lui aussi, du numérique, du 4G, puisque les matériels sont de plus en plus connectés, on a besoin de haut débit. Donc, effectivement, il ne fallait absolument pas que le monde rural se retrouve totalement relégué au dernier plan. Et on a autant besoin de haut débit dans un centre urbain que dans nos campagnes, puisque désormais, l'impact économique est extrêmement fort. Merci Eric. On salue Annelise Louis qui nous dit si la Covid-19 nous a mis le doigt là où ça fait mal, la perte de souveraineté dans beaucoup de domaines tels que l'alimentaire, la filière bois, etc. Aujourd'hui, agissons pour retrouver une souveraineté normande et nationale. C'est effectivement ce qui vient d'être évoqué. Je me tourne donc vers Sébastien pour le mot de la fin, pour terminer concrètement. Alors moi, je ne ferai pas le mot de la fin. Je dirais que je l'ai dit d'entrée de jeu, je vais redire la même chose. Il y a quelque chose que je déteste, c'est le manque de reconnaissance. Donc je me dois d'être reconnaissant auprès de la région. Mais je ferai l'appel, quels que soient les candidats, et on essaiera, comme on l'avait fait la dernière fois, de rencontrer l'ensemble des candidats et de refaire un événement pour rencontrer l'ensemble des candidats. Et en tout cas, j'en appelle l'ensemble des candidats à ce que demain, il y ait une politique agricole élaborée avec les agriculteurs et qui porte une dynamique et qui porte les projets des agriculteurs avant tout et qui justement nous permettent demain d'être encore un peu plus fiers d'être tous normands et d'acheter des produits de l'agriculture normande. Merci beaucoup Sébastien pour ces propos qui viennent également répondre à la question de Gérard Levillin. Je me tourne donc pour terminer vers Antoine Dessein pour, imaginons, puisque nous sommes nombreux ce soir, les jeunes normandes et normands qui souhaiteraient potentiellement devenir agriculteurs. Quel message vous souhaiteriez leur faire passer ? Quel message Bonne question. Tant qu'on travaille avec passion, déjà, c'est déjà un bon point de départ. C'est vrai que vous l'aviez dit, on a un très bon secteur agricole. Moi, pour ma part, j'ai été bien accompagné par la région. Je suis content de mon installation et j'espère que ça va suivre le même chemin. Voilà pour la suite des événements. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre suivi. Vous avez été très nombreux à nous suivre encore une fois ce soir. Alors infiniment, merci beaucoup pour votre fidélité au cours de nos émissions. Terminer cette table ronde numérique en représentant nos participants de ce soir avec Clotilde Dier, donc vice-présidente de la région Normandie en charge de l'agriculture, maire de Saint-Romain de Colbosc et également agricultrice temps professionnelle. Merci beaucoup Clotilde pour votre présence ce soir. Également Éric Herbet, donc maire de Quincampoix, président de la communauté de communes Interco-Vexin. Vous êtes également président du syndicat forestier sur votre territoire. Merci Éric pour votre présence ce soir. Merci Gauthier. Merci beaucoup. Et également donc Sébastien Windsor, agriculteur en Seine-Maritime, notamment sur l'élevage de porcs. Vous êtes également président de la Chambre d'agriculture de Normandie et au niveau national, donc de France. Vous êtes président d'Uni-la-Salle et administrateur du groupe Avril. Sébastien, merci pour votre présence ce soir. Merci. Et donc pour terminer, Antoine Dessein, agriculteur depuis près de 3 ans sur le territoire normand, donc notamment sur le côté de la polyculture et depuis quelques temps avec un projet d'implantation de légumerie. Merci beaucoup Antoine pour votre présence. J'ai oublié, très important, que vous êtes un jeune très impliqué de nouveau sur votre territoire puisque vous êtes conseiller municipal de Bretteville-Saint-Laurent. Donc merci beaucoup pour votre présence. Merci. Voilà mesdames et messieurs, c'était un vrai plaisir pour moi et pour nous d'être devant vous aujourd'hui. On se retrouve demain pour notre nouvelle émission sur le sujet de l'environnement avec comme animateur Alexandre Delaunay, jeune normand conquérant du Calvados, en présence d'Hubert Dejean de la Bâtie, vice-président en charge justement de l'environnement, et également Stéphanie Maubé qui est maire de l'Essai dans la Manche, candidate aux élections régionales de Normandie sur liste Normandie conquérante. On vous dit à demain. Merci beaucoup et vive la Normandie.